C'était un accident. Elle a trébuché. C'est ce que j'ai entendu ma mère dire pendant que je perdais mon sang sur le sol. J'ai passé 3 semaines dans le coma. Quand je me suis réveillé, ils ont fait semblant d'être la famille parfaite. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mon fiancé avait récupéré les caméras de sécurité avant eux. La vengeance que j'ai préparée pour leur anniversaire de mariage les a laissés à la rue. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'aimerais que tu écrives dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je suis assise devant la coiffeuse, en passant le bout de mes doigts sur la peau irrégulière qui part de ma tempe gauche, descend derrière mon oreille et disparaît dans la courbe de mon cou. C'est une ligne épaisse, rose et qui pulse quand le temps change. Les médecins ont fait un travail incroyable. Ils ont dit que j'ai eu de la chance, que quelques millimètres plus à droite et mon artère carotide aurait été fichue. Mais moi, je n'appelle pas ça de la chance, j'appelle ça un rappel. Je regarde mon reflet. À 32 ans, j'ai toujours été la fille raisonnable, la silencieuse, celle qui réglait les problèmes sans faire de bruit. Mirella, la petite fourmi travailleuse. Mais la femme qui me regarde aujourd'hui a quelque chose de différent dans les yeux. Il n'y a plus cette chaleur suppliante, ce besoin désespéré d'approbation qui m'a défini pendant 3 décennies. Maintenant, il y a un froid arctique. Sur la table en bois poli repose une invitation couleur crème avec des lettres dorées en relief. Ignacio et Consuelo. 40 ans d'amour. Noces de rubis. C'est ironique. Rubis. La couleur du sang. Pour comprendre pourquoi je suis sur le point de faire ce que je vais faire, je dois vous ramener 6 mois en arrière. Au jour où ma vie s'est brisée en deux, littéralement. Tout a commencé avec la Maison Bleue. Depuis que j'ai l'usage de la raison, j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre refuge. Pendant que ma grande sœur, Rocio, rêvait d'être mannequin, d'épouser un millionnaire et de voyager en Europe, moi je rêvais de murs solides, d'un jardin que je pourrais dessiner moi-même, d'un endroit où personne ne pourrait me crier dessus. Je suis architecte paysagiste. Je gagne ma vie en transformant des terrains vagues en petits paradis, mais ma propre vie a toujours été un terrain aride, toujours à l'ombre des caprices de ma famille. J'ai économisé pendant 10 ans. Je mangeais du thon et du riz. Je conduisais une voiture qui tombait en morceaux et je vivais dans des appartements de la taille d'une boîte à chaussures pendant que mes amis partaient en vacances à Cancun. Tout ça pour acheter la Maison Bleue. C'était une grande vieille maison dans le quartier de la Roma, avec des plafonds hauts et des poutres en bois pourri, mais elle avait de bons os. Il m'a fallu 2 ans pour la restaurer. J'ai poncé chaque plancher en bois moi-même. J'ai peint les murs en bleu cobalt profond et j'ai dessiné le jardin arrière avec un bassin à carpes coillées de grandes fougères. C'était ma fierté. C'était la preuve physique que Mirella, la fille ennuyeuse, avait réussi quelque chose de grand. Joaquin, mon fiancé, a été mon rock pendant tout le processus. Il est ingénieur électricien, un homme de peu de mots, mais avec de grandes actions. Pendant que moi je me préoccupais de l'esthétique, lui s'est occupé de câbler toute la maison. Je vais t'installer un système de sécurité de niveau militaire, Mireia, m'a-t-il dit un après-midi en configurant des capteurs au plafond. Je veux que tu sois en sécurité ici. Oh, Joaquin, ne sois pas exagéré, ai-je ri, en l'embrassant avec ma joue pleine de poussière. Qui voudrait me voler si j'ai à peine des meubles? Ce n'est pas pour les voleurs de dehors, a-t-il murmuré avec cette intuition qui parfois me faisait peur. C'est juste par précaution. J'ai mis des caméras cachées dans les détecteurs de fumée et dans les capteurs de mouvement. Tout part sur un serveur privé dans le cloud. Il n'y a que toi et moi qui avons accès. À ce moment-là, je n'ai pas donné d'importance. Quel naïf j'étais. Je ne savais pas que ces petits objectifs noirs seraient les seuls témoins de ma tentative de meurtre. La date était marquée sur le calendrier. 15 mai. La fête d'inauguration. J'ai invité mes parents, Ignacio et Consuelo, et bien sûr Rocio. Je savais que c'était une mauvaise idée. À chaque fois qu'on se réunissait, l'air devenait lourd, rempli de critiques passives-agressives. Mais une partie de moi, cette petite fille bête qui vit dans ma poitrine, voulait encore les impressionner. Je voulais que ma mère entre, voie les plafonds hauts et le jardin luxuriant et dise: je suis fier de toi, ma fille. J'ai passé 2 jours à cuisiner du mole poblano depuis zéro. J'ai moulu les piments, grillé les amandes, le sésame, le chocolat. Je voulais que la maison sente le foyer, la tradition.
J'ai nettoyé jusqu'à ce que mes jointures saignent. J'ai acheté un sofa blanc italien qui m'a coûté 3 mois de salaire parce que je voulais que le salon ait l'air élégant, digne d'un magazine. À 14 heures, les invités ont commencé à arriver, des oncles, des cousins, quelques collègues du cabinet d'architecture. Ils apportaient tous des bouteilles de vin, des plantes, des câlins sincères. Mireia, c'est spectaculaire, s'est exclamée ma tante Lourdes, la seule personne de ma famille qui avait vraiment l'air de me voir. Regarde ce jardin. Tu as un don, ma fille. Ta grand-mère serait tellement heureuse de te voir comme ça. J'ai souri en sentant une petite chaleur dans ma poitrine. Pendant un moment, je me suis permis de croire que ce serait une après-midi parfaite. Joaquin servait du tequila sur la terrasse. La musique de mariachi passait doucement dans les enceintes connectées et le soleil de l'après-midi baignait la maison bleue d'une lumière dorée et magique. Mais ensuite, à 15h30, j'ai entendu le moteur du camion de mon père. Le grincement des freins a sonné comme un avertissement. Mon estomac s'est contracté. Je suis sorti pour les recevoir. Ma mère est descendue la première, en ajustant son châle en soie, en regardant la façade de la maison avec cette expression que je connais bien, un mélange de scepticisme et de dégoût, comme si elle sentait quelque chose de pourri. Mon père, Ignacio, est descendu derrière elle, la tête baissée, emportant une glacière bon marché qui détonnait avec tout le reste. Et finalement, elle est descendue. Rocio. Si moi j'étais l'architecte qui construisait des fondations, Rocio était l'ouragan qui venait les tester. Et ce jour-là, la météo annonçait une tempête. Rocio ne marchait pas, elle défilait. À 36 ans, ma grande sœur s'accrochait encore à la gloire de ses jours de reine du lycée, comme une personne qui s'accroche avec les dents et les ongles. Elle portait une robe rouge sang, beaucoup trop moulante pour un simple repas de famille le dimanche, et des talons aiguilles qui claquaient agressivement sur le pavé en pierre que j'avais posé de mes propres mains. Et nous voilà, a-t-elle annoncé en ouvrant les bras comme si elle attendait des applaudissements. Elle n'avait pas apporté de cadeau, ni de bouteille de vin, ni une fleur. Elle n'apportait que sa présence, qui pour elle, je suppose, était déjà un cadeau suffisant. Salut, Rocio. Salut, maman, papa, ai-je dit en essayant de garder le sourire. Entrez. Bienvenue dans ma maison. Ma mère, Consuelo, est entrée dans le vestibule. Ses yeux ont balayé l'espace, non pas pour admirer, mais pour évaluer. Même, a-t-elle dit en premier. C'est loin. Ça nous a pris presque 1 heure pour venir avec ce trafic et ce quartier. J'ai vu des gens bizarres au coin de la rue. C'est sur ici, Mireia? Qu'on ne va pas te voler en sortant? C'est un quartier historique, maman. Il se gentrifie. C'est très sûr, ai-je répondu en sentant la première petite piqûre de déception. Vous aimez le sol? C'est le bois original restauré. Ça a l'air vieux, m'a coupé Rocio en passant sans me regarder. Moi, j'aime les maisons neuves, modernes. Ici, ça sent l'humidité. L'odeur d'humidité n'existait pas. La maison sentait le pain et le molle chaud. Mais c'est comme ça que Rocio fonctionnait. Si elle ne brillait pas, elle devait éteindre la lumière des autres. Pendant que je l'ai guidée vers le jardin, mon esprit traître, comme toujours, m'a tiré en arrière dans le temps. J'appelle mes souvenirs, le musée de la douleur, et la conservatrice de ce musée a toujours été ma sœur. Salin, la poupée. J'avais 10 ans. J'avais économisé mon argent de poche pendant des mois pour acheter une Barbie édition spéciale. Je la gardais comme un trésor. Je ne lui enlevais même pas les chaussures pour ne pas les perdre. Un jour, je suis rentré de l'école et j'ai trouvé la poupée sur mon lit. Elle était rasée, le visage couvert de feutre noir permanent et une jambe arrachée. J'ai pleuré pendant des heures. Quand j'ai accusé Rocio, ma mère n'a même pas levé les yeux de son magazine. Oh, Mirella, ne sois pas dramatique. Ta sœur jouait et elle est allée un peu trop loin. C'est qu'elle est très créative, elle voulait lui faire un relooking. Tu es déjà grande pour les poupées de toute façon. Ce jour-là, j'ai appris 2 choses, que mes affaires ne m'appartenaient pas et que les sentiments de Rocio seraient toujours plus importants que ma souffrance. Salle 2, la robe de mes 15 ans. Rocio a eu une fête de 15 ans qui coûtait le prix d'une voiture neuve. 300 invités, 3 changements de robe, des garçons d'honneur engagés. 2 ans plus tard, quand mon tour est arrivé, mon père a dit que la situation économique était difficile. On m'a fait un repas dans le patio de la maison avec de la viande grillée et on a mis de la musique sur un vieux lecteur. La fête ne me dérangeait pas. Ce qui me faisait mal,
c'était le mensonge, parce qu'une semaine plus tard, j'ai vu Rossio arriver avec une voiture neuve que mes parents lui avaient payée comme acompte. Je suis revenu au présent quand j'ai entendu le rire strident de Rossio dans mon jardin. Elle draguait ouvertement un de mes collègues architectes, avec un verre de vin rouge à la main, se balançant dangereusement près de mon sofa blanc immaculé. « Alors, c'est toi qui as dessiné ça ?» lui demandait-elle, en ignorant que c'était ma maison. « Parce que ça fait très simple. Moi, j'aime le style plus maximaliste, tu vois ? Comme moi, beaucoup de tout. Rossio, fais attention avec le vin, l'ai-je prévenu doucement en m'approchant. Ce sofa est neuf. Elle m'a regardé avec ses yeux qui, même s'ils avaient la même couleur marron que les miens, m'ont toujours semblé appartenir à une autre espèce. Il y avait un éclat vitreux dedans. Elle était ivre. À 15 heures. Oh, détends-toi, l'architecte, a-t-elle dit en crachant presque le mot comme si c'était une insulte. Il ne va rien se passer. Tu es toujours tellement tendu. C'est pour ça que Joaquin a l'air si ennuyé. J'ai senti la chaleur me monter aux joues. Joaquin était de l'autre côté du jardin à parler avec mon père, qui semblait plus intéressé par sa bière que par la maison de sa fille. S'il te plaît, si tu veux boire, allons plutôt à la table de la salle à manger, ai-je insisté. Rossio a fait une grimace, a tourné sur ses talons de manière dramatique et, exactement comme je le craignais, elle a trébuché. Ce n'était pas une grosse chute, c'était presque calculé. Le contenu de sa coupe de cabernet a volé dans l'air au ralenti et a atterri au centre de mon sofa blanc, créant une tache qui ressemblait à une énorme blessure par balle. Le silence sur la terrasse a été instantané. Oups, a dit Rossio en portant la main à sa bouche, mais ses yeux souriaient. Ça m'a échappé. Ma mère est apparue de nulle part, comme elle le faisait toujours pour défendre sa petite fille en or. C'était un accident, Mireia. Ne fais pas cette tête, ce n'est qu'un meuble. Ça se nettoie. C'est du velours blanc, maman, ai-je murmuré en sentant des larmes de frustration me brûler les yeux. Ça ne se nettoie pas. Eh bien, quelle idée idiote d'acheter des meubles blancs si tu vas recevoir des invités, a dit Rossio en haussant les épaules. C'est ta faute de ne pas réfléchir. En plus, c'était sûrement pas cher. J'ai serré les poings le long de mon corps. Respire, Mirella, c'est ton jour. Ne les laisse pas tout gâcher. Joaquin s'est approché et a posé une main dans le bas de mon dos, une encre au milieu de ma tempête émotionnelle. Ce n'est pas grave, mon amour, m'a-t-il murmuré à l'oreille. Demain, on appellera un service de nettoyage. Allons manger. J'ai hoché la tête en avalant ma bile. Mais pendant qu'on s'asseyait à la longue table en bois sous la pergola, je savais que ce n'était pas fini. Rossio ne faisait que s'échauffer. Sa vie était un désastre, 2 divorces, sans travail, de retour à vivre dans sa chambre d'ado. Voir mon succès, c'était comme lui verser de l'acide sur la peau, et elle ne partirait pas d'ici sans voir quelque chose de cassé. Je ne savais juste pas que ce qu'elle prévoyait de briser, ce n'était pas un meuble, mais moi. Le repas se déroulait avec une tension qu'on pouvait couper au couteau. Le mole poblano, ma petite œuvre culinaire de 2 jours, était délicieux, mais dans ma bouche, il avait goût de cendre. Mon père, Ignacio, mangeait en silence, en hochant la tête à tout ce que disait ma mère, comme une poupée à la tête branlante. Ma mère, elle, avait transformé la conversation en un monologue sur les maladies de ses amis et sur la difficulté de la vie pour Rossio. « Pauvre de ta sœur », disait ma mère en se resservant du riz. Son ex-mari est un monstre. Il lui a retiré la carte de crédit. Tu imagines ? Laisser une femme sans défense comme ça ? Maman, Rossio a 36 ans et un diplôme en communication qu'elle n'a jamais utilisé, ai-je dit sans pouvoir me retenir. Elle pourrait travailler. La table s'est figée. Rossio a lâché sa fourchette avec un bruit sec contre l'assiette en céramique. Tu es en train de dire que je suis une incapable ? Hein, Rossio ? Je dis que tu es capable, ai-je corrigé en essayant d'être diplomate. Que tu pourrais être indépendante si tu voulais. Tu ne comprends rien, Mirella, est intervenue ma mère aussitôt. Le monde du travail est très dur pour une femme sensible comme ta sœur. Toi, tu es, bon, tu es plus brute, plus résistante. Pour toi, le stress ne t'affecte pas autant. Rossio est comme une fleur délicate. Brute. C'est comme ça que ma mère me voyait, résistante comme une bête de somme. Ce mot a déclenché un autre souvenir du musée de la douleur. Salle 3, la remise des diplômes. J'avais 22 ans.
Je recevais mon diplôme avec mention de la faculté d'architecture. J'étais la première de la famille à obtenir un vrai diplôme universitaire. Celui de Rossio venait d'une école privée de réputation douteuse, où tu payais presque pour avoir le papier. La cérémonie était à 10 heures. À 9 heures, j'étais déjà habillé avec ma toge et mon chapeau, à attendre dans le salon. On est presque prêt, a crié mon père depuis la salle de bain. Mais ensuite, Rossio est descendu les escaliers en se tenant la tête. Ah, maman, j'ai horriblement mal. Je crois que c'est une migraine. Je vois des lumières. Je vais m'évanouir. Elle s'est jetée sur le canapé en faisant un spectacle digne d'un Oscar. Ma mère a couru vers elle avec des serviettes humides. Ignacio, on ne peut pas la laisser seule, ça peut être dangereux. Mais la remise de diplôme de Mireia, a essayé de dire mon père. Ce n'est qu'un papier. A crié ma mère. Ta fille souffre ici, Mireia, tu comprends, hein? Va-y toute seule en taxi, on te rejoint quand Rossio ira mieux. J'ai reçu mon diplôme seul. J'ai cherché dans la foule de parents fiers et d'appareils photo, en espérant les voir arriver à la dernière minute. Ils ne sont jamais venus. Quand je suis rentré à la maison cet après-midi-là, j'ai trouvé Rossio en train de manger de la pizza devant la télé, en riant aux éclats. La migraine avait disparu comme par magie dès que j'avais franchi la porte. Mirella. La voix de Joaquin m'a ramené à la table. Il me tendait une serviette. Je me suis rendu compte que je serrais le couteau si fort que mes jointures étaient blanches. Pardon, ai-je murmuré. Je pensais. Eh bien, arrête de trop penser et serre-moi plus de vin, a ordonné Rossio en tendant son verre vide vers moi. Elle avait déjà bu presque une bouteille à elle seule. Je crois que tu as déjà assez bu, Rossio, a dit Joaquin d'une voix ferme mais calme. Pourquoi tu n'essaies pas l'eau de Jamaïca? Elle est très bonne. Rossio l'a regardé avec un mélange de désir et de mépris. Eh ben, le fiancé protecteur. Tu sais, Joaquin? J'ai toujours pensé que tu étais trop beau pour Mirella. Elle est tellement grise, tellement ennuyeuse. Tu ne te fatigues pas de parler de plantes et de béton toute la journée? Rossio, ça suffit, a dit enfin mon père, mais sa voix manquait totalement d'autorité. Je rigole, a-t-elle répondu en riant et en renversant la tête en arrière. Quelle famille amère. C'est pour ça que leur mari les quitte, pas vrai, maman? Ah non, pardon, papa ne te quitte pas parce qu'il n'a nulle part où aller. L'ambiance était irrespirable. Mes oncles et cousins mangeaient vite, en regardant leur assiette, en souhaitant être ailleurs. Je regardais ma maison bleue, mon sanctuaire, profané par la toxicité que j'avais essayé de laisser derrière moi en déménageant, mais le coup final n'était pas encore arrivé. Joaquin, dans une tentative noble mais fatale de changer de sujet et de me remonter le moral, a décidé de faire l'annonce. En fait, a dit Joaquin en levant son verre, on a quelque chose d'important à fêter. Ce n'est pas seulement la maison. La semaine dernière, la mairie a choisi le projet de Mireia pour le nouveau parc central de la ville. C'est un contrat énorme. Mireia va redessiner le poumon de la ville. Il y a eu un moment de silence. Mes oncles ont applaudi. Bravo, ma nièce. Quelle fierté. J'ai regardé ma mère en espérant un sourire. Elle a juste pincé les lèvres. Ça veut dire que tu vas être très occupé, a demandé Consuelo. Et quand est-ce que tu vas avoir le temps de donner des petits-enfants à Ignacio? Tu as déjà 32 ans, Mireia. L'horloge biologique ne pardonne pas. Un parc ne va pas te tenir compagnie quand tu seras vieille. J'ai eu l'impression qu'on me giflait. Même dans mon moment de triomphe professionnel, ma mère trouvait une façon de me réduire à ma fonction de reproductrice. Mais la réaction de Rossio a été pire. Elle n'a rien dit. Absolument rien. Elle est restée à regarder un point fixe sur la table, le visage tordu dans une grimace qui n'était ni de la tristesse ni de la colère. C'était de la haine pure, une haine froide, ancienne et dangereuse. Elle s'est levée brusquement, faisant grincer la chaise contre la pierre. Je vais aux toilettes, a-t-elle marmonné. Mais elle n'est pas allée vers la salle de bain des invités. Je l'ai vue marcher directement vers le couloir qui menait à mon bureau privé. La pièce avec les murs en verre qui donnait sur le jardin arrière. C'est là que je gardais ma maquette, mon projet, ma vie. L'instinct de survie s'est activé dans ma poitrine. Excusez-moi un instant, ai-je dit en me levant. J'ai suivi ma sœur vers l'intérieur de la maison. Je ne savais pas que j'étais en train de marcher vers ma propre exécution.
Le couloir jusqu'à mon bureau était dans la pénombre, contrastant avec la lumière brillante de l'après-midi qui entrait par la grande vitre du fond. Mon bureau était mon bijou. J'avais abattu le mur arrière original et je l'avais remplacé par des panneaux de verre trempés du sol au plafond pour pouvoir travailler en me sentant plongé dans le jardin. Quand je suis entré, l'image m'a glacé le sang. Rocio se tenait devant ma table de travail. Dans ses mains, elle tenait la maquette du parc central. C'était un travail délicat, fait en bois de balsa, carton plume et petits arbres en mousse, qui m'avait pris 3 mois à assembler avec des pinces et une loupe. C'était la représentation physique de mon futur. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé, la voix légèrement tremblante. J'ai fermé la porte derrière moi pour que les invités n'entendent pas. Rocio s'est tournée lentement. Elle avait un sourire tordu, de ceux qui font peur. « C'est joli » a-t-elle dit en passant un doigt avec un ongle long et pointu sur les petits bâtiments. Très détaillé. Tu as toujours été doué avec les travaux manuels, comme une petite enfant. Pose ça sur la table, Rocio, s'il te plaît. Combien ils vont te payer pour ça ? A-t-elle demandé en m'ignorant. 100 000 200 000 Ça ne te regarde pas. Pose la maquette. Moi, tout m'intéresse. A-t-elle hurlé soudain, sa voix montant d'une octave. Pourquoi cet argent devrait-il être pour la famille ? Pour aider tes parents ? Pour m'aider, moi, qui viens d'en faire ? Mais non, l'égoïste de Mireia va le dépenser en sofa blanc et dans cette maison ridicule pour jouer à la petite vie parfaite avec son fiancé. J'aide nos parents tous les mois, Rocio. Je leur paie l'assurance santé. Je leur donne de l'argent pour les courses. C'est toi qui vis chez eux gratuitement et qui manges leur pension. Rocio a serré la maquette. J'ai entendu le bois de balsa craquer. Ne te permets pas de me juger. A-t-elle crié. Tu ne sais pas ce que c'est que de souffrir. Toi, tu as toujours tout eu facile. La petite fille studieuse, la préférée des profs. Moi, j'avais la pression. Je devais être belle, populaire. Et maintenant, regarde-moi. Mon mari m'a quitté pour une de 20 ans et toi, tu oses nous jeter ton bonheur à la figure. Personne ne te jette rien au visage, ai-je crié en perdant patience. J'ai travaillé pour ça. Personne ne me l'a donné. Tu es une prétentieuse. D'un geste violent, Rocio a levé la maquette au-dessus de sa tête et l'a écrasée contre le sol en bois. Le bruit a été déchirant pour moi. Des mois de travail, de nuits blanches, de rêves, se sont transformés en décombres en une seconde. Des petits arbres en mousse ont roulé par terre. Les bâtiments en carton ont été écrasés. Et tu es folle. Ai-je hurlé en m'avançant vers elle. Les larmes me brouillaient la vue. Sors de ma maison. Dehors. Tu vas me mettre dehors ? S'est-elle moquée, en riant d'un rire hystérique, presque démoniaque. Ta propre sœur. Sérieusement ? Et tu vas faire quoi, hein ? Appeler ton petit fiancé pour qu'il me vire ? Tu es pathétique, Mireia. Tu as toujours été une mouche morte. C'est pour ça que maman m'aime plus, moi. C'est pour ça que papa me donne toujours raison. Parce que toi, tu es invisible. Elle s'est approchée de moi, envahissant mon espace personnel. Elle sentait le vin rance et le parfum bon marché. Tu sais quoi d'autre, a-t-elle murmuré avec du venin qui coulait de chaque mot. Tu ne seras jamais heureuse ici. Cette maison est parce que tu l'as achetée avec de l'orgueil. Et Joaquin, il va se lasser de toi. Il va se rendre compte que tu es frigide et ennuyeuse et il va chercher une vraie femme. Peut-être qu'il va même venir me chercher, moi. Il me regardait beaucoup quand on était jeune. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Ce n'était pas l'insulte à mon travail ni à ma maison. C'était l'insinuation sur Joaquin, la seule personne qui m'avait aimé sans condition. Tais-toi. Ai-je crié, et pour la première fois de ma vie, je l'ai poussé. C'était une petite poussée, juste pour l'éloigner de mon visage. Mais Rocio a réagi comme si je l'avais poignardé. Ses yeux se sont ouverts démesurément. La furie a transformé ses traits en quelque chose d'irréconnaissable. Ne me touche pas, idiote. A-t-elle rugi. Elle a vu le trophée en cristal dont Joaquin avait parlé plus tôt, celui des « architectes de l'année », qui reposait sur une étagère proche. Elle l'a attrapé. Il était lourd, en verre solide, avec des bords tranchants. Rocio ne l'a pas lancé.
Je me suis baissé par réflexe et l'objet en cristal est passé en sifflant au-dessus de ma tête, s'écrasant contre le mur et laissant une marque dans le plâtre avant de tomber au sol et de se casser en deux. Dehors! Tout de suite, ai-je crié en montrant la porte du doigt, tremblante. Soit le jour où tu es né, a-t-elle hurlé. Tu m'as toujours volé l'air. J'aimerais que tu meures. Rossio s'est jeté sur moi. Ce n'était pas une bagarre de sœurs, c'était une attaque. Ses ongles se sont plantés dans mes bras. Elle m'a tiré les cheveux avec une force brutale, faisant basculer ma tête en arrière. La douleur était aiguë et brûlante. J'ai essayé de me défendre, d'attraper ses poignets, mais l'adrénaline de sa haine lui donnait une force surnaturelle. Nous étions en train de danser une danse macabre au centre du bureau, en tournant, en heurtant les meubles. « Lâche-moi !» ai-je crié. « Je te hais !» répétait-elle comme un mantra. Dans notre lutte, nous avons tourné jusqu'à ce que je me retrouve dos à la grande vitre en verre trempé qui donnait sur le jardin. Cette vitre qui avait coûté une fortune, mais que l'entrepreneur m'avait averti une semaine avant. Architecte, les boulons de la partie droite sont venus défectueux. Ne vous appuyez pas trop dessus jusqu'à ce qu'on apporte la pièce de rechange. Et le lundi était encore loin. On était dimanche. Rossio me tenait par les épaules. Elle m'a regardé dans les yeux et je jure que j'ai vu le moment exact où elle a pris la décision. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un faux pas. Ses yeux se sont fixés, sa mâchoire s'est tendue. Et disparaît, a-t-elle grogné, et de toutes ses forces, elle m'a poussé en arrière. J'ai senti mes pieds se soulever du sol. J'ai senti le vide dans mon estomac, puis l'impact. Le temps s'est brisé. On dit qu'au moment de mourir, tu vois ta vie défiler devant tes yeux. Moi, je n'ai pas vu ma vie. J'ai senti le verre. D'abord, il y a eu une résistance absurde, un millième de seconde où la vitre a semblé se plier sous mon dos comme si elle essayait de me retenir. Puis le son. Ce n'était pas un petit, clinque, élégant, c'était une explosion, un vacarme assourdissant comme un tonnerre qui éclate juste à l'intérieur de mes oreilles. C'est rabam. La tension du verre trempé a cédé. Le monde solide a disparu derrière moi. Je suis tombé en arrière, vers le vide du jardin qui était un demi-mètre plus bas que le niveau du bureau, mais je ne suis pas tombé seul. Une pluie de dagues transparentes est tombée avec moi. J'ai senti le froid de l'air extérieur frapper ma nuque, puis tout de suite après, une douleur aiguë, brûlante et coupante à plusieurs endroits de mon corps en même temps. C'était comme si 1000 abeilles de feu me piquaient en même temps. Mon dos a frappé le sol en pierre du patio. L'air est sorti violemment de mes poumons avec un son humide. Vous? Le monde a tourné très vite. Le ciel bleu brillant de l'après-midi s'est mélangé avec le toit de la terrasse et les cimes des arbres. Tout était flou. J'ai essayé de respirer, mais ma poitrine ne répondait pas. J'ai essayé de bouger, mais mes membres pesaient des tonnes. Et puis est apparue la chaleur, une chaleur liquide et collante qui a commencé à se répandre sous ma tête et mon cou, en trempant mon chemisier en soie neuf. Du sang, beaucoup de sang. Le son est revenu d'un coup. Ah! Un cri déchirant. Ce n'était pas le mien, c'était celui de Rossio. Depuis ma position au sol, parmi les débris brillants qui ressemblaient à des diamants maudits, j'ai vu sa silhouette découpée dans le cadre brisé de la vitre. Elle avait les mains sur la bouche, les yeux exorbités, en me regardant en bas, moi. Et Mireia. Mireia, hurlait-elle, mais il n'y avait pas de regret dans sa voix, seulement de la panique. La panique pour elle-même. Des pas précipités, des voix. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un bruit horrible. La voix de ma mère. Mon Dieu, la voix de mon père. Leurs visages sont apparus dans mon champ de vision, flottant au-dessus de moi comme des fantômes déformés. Le visage de ma mère était pâle, décomposé. Celui de mon père, couleur cendre. Ma vision a commencé à se fermer avec un cadre noir, comme une vignette qui se ferme lentement. La douleur dans mon cou était pulsante, rythmée. Bom, bom, bom. Chaque battement sortait un peu plus de vie de mon corps. Maman, maman, sanglotait Rossio, hystérique. Je l'ai poussée. Elle est tombée. Je ne voulais pas. Elle m'a provoqué. Elle m'a attaqué. Ils vont m'envoyer en prison. Tais-toi. La voix de Consuelo a coupé l'air comme un fouet. Je ne l'avais jamais entendue aussi froide, aussi calculatrice. Je voulais parler. Je voulais dire, aidez-moi.
Je voulais dire, maman, j'ai mal. Mais tout ce qui est sorti, ça a été un gargouillis. Ma mère s'est agenouillée à côté de moi. J'ai cru qu'elle allait me tenir, appuyée sur la blessure, mais ses mains n'ont pas cherché la coupure dans mon cou. Ses mains ont attrapé mon chemisier et m'ont secoué légèrement. « Mireia, tu m'entends » a-t-elle crié. Mes yeux roulaient en arrière. Je perdais connaissance. « Elle saigne beaucoup, Consuelo » a crié mon père. « Il faut appeler une ambulance. »« Attends » a ordonné ma mère. Elle s'est tournée vers Rocio. « Essuie-toi le visage. »« Ignacio, regarde si elle a des égratignures sur les bras. »« Vite. »« Quoi » a balbutié mon père. « Quoi ?» Si Rocio a des marques, a rugi ma mère, et que la police vient et voit des traces de bagarre, ils emmènent ta fille. Tu veux que Rocio aille en prison? Avec ses antécédents de colère? On va lui enlever les enfants pour toujours. Mais Mirella, a dit mon père d'une voix faible. Mirella est tombée, a dit ma mère en me regardant droit dans les yeux, même si je la voyais à peine. Elle a eu un malaise, elle a trébuché. C'était un accident. Vous avez compris? C'était un accident. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose de plus froid que le verre. J'ai senti la main de ma mère sur ma gorge, non pas pour m'étrangler, mais pour dégrafer le fermoir de ma chaîne en or, celle avec une médaille de la Vierge de Guadeloupe qu'elle m'avait offerte pour ma communion. Elle va se tacher, a-t-elle murmuré pour elle-même. Et à l'hôpital, ils volent tout. Mieux vaut que je la garde, moi. Elle m'a enlevé la chaîne pendant que je me vidais de mon sang. Ça a été la dernière sensation physique que j'ai eue, la trahison métallique sur ma peau. J'ai entendu des pas courir au loin. Des chaussures lourdes sur la pierre. Et Mireia. Le cri de Joaquin était un hurlement de douleur pure. Animal. N'entrez pas là, jeune homme, a essayé de l'arrêter mon père. Le verre est dangereux. Pousse-toi. Joaquin a bousculé mon père. J'ai senti ses grandes mains chaudes sur mon cou. Une pression ferme, désespérée. Tiens bon, mon amour. Regarde-moi. Reste avec moi. Sa voix se brisait. Appelez le 911. Maintenant. Qu'est-ce que vous attendez? Oui, on allait t'appeler, a balbutié Rocio. C'était un accident, Joaquin. Elle s'est évanouie. Tais-toi, a rugi Joaquin. Je te jure que si elle ne s'en sort pas, je te tue. L'obscurité a finalement gagné. Le tunnel s'est fermé. La dernière chose que j'ai entendue n'a pas été une prière ni un mot de réconfort. Ça a été ma mère qui murmurait à ma sœur. Ne dis rien. Laisse-moi parler. Et ensuite, le silence. Mais pas la paix. Les gens pensent que le coma, c'est comme dormir, que tu éteins simplement l'interrupteur et que tu te réveilles des jours ou des semaines plus tard comme si de rien n'était. Ils se trompent. Le coma n'est pas le silence. Le coma, c'est un océan sombre et dense où tu flottes à la dérive, incapable de bouger, incapable de crier, mais parfaitement capable de sentir. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là-bas. Le temps n'existe pas dans cet endroit. Parfois, je faisais des rêves très vifs et terrifiants. Je rêvais que j'étais enfermé dans une boîte en verre comme celle de Blanche-Neige, mais que le verre se rétrécissait jusqu'à m'écraser. Je voyais Rocio dehors en train de rire, en frappant le verre avec un marteau. Je voyais ma mère nettoyer les taches de sang du verre avec un chiffon sale, en souriant comme si elle nettoyait juste une fenêtre normale. Mais le pire, ce n'était pas les rêves. Le pire, c'étaient les voix. Mon audition allait et venait comme une radio mal réglée. Parfois, tout était de la neige sonore. D'autres fois, les voix étaient tellement claires que j'avais l'impression qu'on me hurlait dans l'oreille. L'édème cérébral sévère, disait une voix inconnue, masculine, clinique. Nous avons dû induire le coma pour faire baisser la pression intracrânienne. L'artère a été réparée, mais elle a perdu beaucoup de sang. L'hypoxie peut avoir causé des dommages permanents. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Demandait la voix de ma mère. Elle avait l'air inquiète, mais c'était ce ton de préoccupation théâtrale qu'elle utilisait quand elle voulait attirer l'attention. Ça veut dire que si elle se réveille, elle pourrait ne pas être la même. Elle pourrait avoir des problèmes moteurs, de mémoire ou cognitifs, ou elle pourrait rester dans un état végétatif persistant. Il y a eu un silence. Puis j'ai entendu un sanglot, mais ce n'était pas celui de ma mère, c'était celui de Joaquin.
J'ai senti sa main serrer la mienne. Son contact était la seule chose réelle, la seule chose qui m'empêchait de lâcher prise et de me laisser emporter par le courant noir vers la mort. Elle va revenir, a murmuré Joaquin. Elle est forte. Plus forte que vous tous réunis. Le décor changeait. La lumière derrière mes paupières passait du blanc brillant au gris. Nuit, jour, nuit. Une autre conversation. Cette fois, les voix étaient des chuchotements de complot. Maman, ça fait déjà 2 semaines, c'était Rocio, avec son ton plaintif et impatient. L'avocat de mon ex dit que si je ne paie pas la dette avant la fin du mois, ils vont me saisir la voiture. J'ai besoin d'argent. Oh, ma fille, et tu veux que je le sorte d'où? Ton père et moi, on a à peine de quoi vivre avec la pension. Mais Mirella a de l'argent, a dit Rocio. Elle a les comptes en banque et la maison. Cette maison vaut des millions. Maintenant qu'elle l'a réparée. Ta sœur se bat pour sa vie, a dit mon père, Ignacio. Sa voix semblait fatiguée, brisée. Papa, sois réaliste, a lâché Rocio. Le docteur a dit qu'elle pourrait rester légume. À quoi sert l'argent à un légume? Si le pire arrive, ou si elle reste comme ça, quelqu'un doit administrer ses biens. Non. Vous êtes ses parents. Vous êtes ses tuteurs légaux et elle est incapable. J'ai senti une secousse d'horreur dans mon esprit immobile. Ils étaient en train de se partager mon cadavre alors que mon cœur battait encore. L'Ignacio, la petite a raison sur un point, a dit ma mère lentement. Si Mirella ne se réveille pas, on ne peut pas laisser cette maison se perdre. Joaquin n'est pas encore son mari légal. Il n'a aucun droit. Tout reviendrait à nous. Consuelo, bon sang, a soufflé mon père. Réfléchis, Ignacio. On pourrait vendre la maison bleue, payer les dettes de Rocio, assurer notre vieillesse. Mirella a toujours voulu nous aider, non? Ce serait sa façon de nous aider. C'est ce qu'elle aurait voulu. Non, ai-je crié dans ma tête. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux que vous dégagiez. Sale vautour. Mais mes lèvres ne bougeaient pas. Le moniteur cardiaque à côté de moi n'a fait qu'un bip monotone. En plus, a continué ma mère, en baissant encore plus la voix. Si elle se réveille, et si elle se souvient? Si elle dit qu'on l'a poussée? Mais elle ne va pas se souvenir, a assuré Rocio. Tout a été très rapide et avec le coup à la tête, elle doit avoir de l'amnésie. On lui dira qu'elle s'est évanouie. Que c'était le stress. Elle a toujours été faible, elle le croira. Il vaut mieux qu'elle le croie, a dit ma mère. Parce que je ne vais pas permettre que tu ruines ta vie pour un moment de colère. Rocio, tu as déjà assez souffert. La colère est une émotion puissante. On dit que l'amour te maintient en vie, mais moi, j'ai découvert que la haine est un carburant beaucoup plus efficace. À ce moment-là, dans l'obscurité de mon esprit, j'ai pris une décision. Je n'allais pas mourir. Je n'allais pas leur donner le plaisir de vendre ma maison et de dépenser mon argent pour les caprices de la sœur qui a essayé de me tuer. J'allais me réveiller, et quand je le ferais, j'allais être l'actrice dont ils avaient besoin. J'allais être la fille docile, celle qui avait tout oublié, la victime de l'accident. J'allais jouer leur jeu jusqu'à avoir toutes les cartes en main et ensuite, je les détruirais. Cette promesse est devenue mon encre. Je m'y suis accroché avec des griffes invisibles. J'ai ignoré la douleur, le froid, la tentation de me laisser aller. Je me suis concentré sur une seule image, les visages de mes parents et de ma sœur en train de voir la vérité sur un écran géant. Petit à petit, l'obscurité a commencé à se dissiper. Le son du moniteur est devenu plus net. L'odeur antiseptique a rempli mon nez. J'ai senti le poids du drap sur mes jambes. Je revenais, et je ramenais l'enfer avec moi. Ouvrir les yeux, c'était comme soulever une dalle de béton avec mes paupières. La lumière fluorescente de l'hôpital m'a transpercé les yeux, m'obligeant à les refermer immédiatement. Ma gorge se sentait comme si j'avais avalé du verre pilé, sèche et râpeuse à cause du tuyau d'intubation qu'on m'avait déjà retiré, même si je ne savais plus quand. Mirella. La voix de Joaquin était rauque, tremblante. J'ai fait un second effort. Cette fois, j'ai réussi à garder les yeux entr'ouverts. Le monde n'était qu'une tache blanche et floue qui peu à peu a pris forme. J'ai vu le plafond blanc, la poche de perfusion qui goûtait régulièrement, puis j'ai vu Joaquin. Il était assis dans une chaise inconfortable à côté de mon lit, avec les mêmes vêtements que le jour de la fête, mais maintenant froissés et tachés.
Il avait une barbe de plusieurs jours et des cernes profondes et violettes sous les yeux. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans en 3 semaines. Joaquin. Ma voix n'a été qu'un croassement inaudible. Il a bondi de la chaise comme s'il avait des ressorts. Mirella. Oh mon Dieu, tu es là? Il a pris ma main et l'a portée à ses lèvres, en embrassant mes doigts encore et encore. J'ai senti ses larmes chaudes tomber sur ma peau. Je voulais pleurer aussi, mais je n'avais pas la force. J'ai essayé de bouger la tête et une douleur aiguë a traversé mon cou et mon crâne. J'ai grimacé. Ne bouge pas, mon amour. Tu as des points au cou et à la tête. Tranquille, je vais appeler le docteur. Attends, ai-je chuchoté en serrant faiblement sa main. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de confirmer que je n'étais pas folle. Où ils sont? L'expression de Joaquin s'est durcie. Ses yeux, d'habitude si doux, se sont remplis d'une colère froide. Tes parents et Rocio sont allés à la cafétéria. Ils viennent de temps en temps pour faire acte de présence. Ils ont dit que c'était un accident. Joaquin s'est penché vers moi, en collant sa bouche à mon oreille. Je le sais. Ils ont dit à la police que tu t'es évanoui, que tu as trébuché. Ta mère a pleuré, elle a fait tout un show. La police a classé ça comme un accident domestique. J'ai fermé les yeux. L'injustice brûlait plus fort que mes blessures. Mais écoute-moi bien, Mireia, a continué Joaquin avec une voix urgente. Ce n'était pas un accident. Je sais qu'elle t'a poussé. Et j'ai la preuve. J'ai ouvert les yeux d'un coup. Quoi? Les caméras, Mireia. Tu te souviens du serveur dans le cloud? Avant que ta mère n'essaie d'entrer dans la maison pour nettoyer, j'ai tout téléchargé. J'ai la vidéo, j'ai l'audio. On voit tout, Mireia, comment elle te frappe, comment elle te pousse, et comment ta mère donne l'ordre de cacher tout ça pendant que tu te vides de ton sang. Un frisson m'a traversé la colonne vertébrale. Je l'avais. J'avais l'arme nucléaire. Tu l'as montré à la police? Ai-je demandé. J'allais le faire. J'étais sur le point d'aller au commissariat le premier jour, mais l'avocat m'a dit que, si tu étais dans le coma et que tes parents étaient tes tuteurs, il pourrait essayer d'annuler la preuve ou dire qu'elle est truquée si ce n'est pas toi qui déposes la plainte. On avait besoin que tu te réveilles. On avait besoin que tu confirmes les faits. Et puis, a-t-il avalé sa salive? Je voulais que ce soit toi qui décides comment les détruire. Ils arrivent, a-t-il dit soudain, en regardant vers la porte. On a entendu des voix dans le couloir. Le rire faux de Rocio. Mireia, écoute-moi, a soufflé Joaquin rapidement. Ils ne savent pas que je sais. Ils croient que les caméras étaient éteintes ou que c'était seulement des capteurs de mouvement. Tu dois faire semblant. S'ils savent qu'on se souvient, ils vont se mettre sur la défensive, engager des avocats, cacher l'argent. Tu dois leur faire croire qu'ils ont gagné. J'ai compris le plan instantanément. C'était risqué, ça faisait mal, mais c'était parfait. La porte s'est ouverte. Ma mère est entrée, suivie de mon père et de Rocio. Rocio avait un café Starbucks à la main et regardait son téléphone. Le docteur, on m'a dit qu'elle avait bougé, disait ma mère en entrant, mais elle s'est figée en me voyant les yeux ouverts. Le café a glissé des mains de Rocio. Le gobelet a roulé au sol, en répandant du liquide marron, un écho pathétique du vin et du sang de ce jour-là. Mireia, a crié ma mère en courant vers le lit. Elle s'est jetée sur moi dans un câlin qui m'a fait mal au corps et à l'âme. Ma fille, un miracle. La Vierge m'a écouté. J'ai senti son parfum, le même que celui qu'elle portait le jour où elle m'a volé ma chaîne. J'ai eu la nausée. Mon père est resté à la porte, en pleurant en silence. Rocio était pâle, me regardant avec une peur pure. Elle attendait l'accusation. Elle attendait que je lève le doigt et que je crie « Assassine ». J'ai regardé Joaquin. Il m'a fait un de ces petits signes de tête qu'on ne voit presque pas. J'ai pris une grande inspiration, j'ai avalé ma douleur, et j'ai mis mon meilleur visage de fille perdue. Maman, ai-je dit en faisant en sorte que ma voix sonne enfantine et effrayée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai très mal à la tête. Pourquoi je suis ici? Le soulagement sur le visage de Rocio était tellement évident que ça m'a presque fait rire. Les épaules de ma mère se sont détendues. Oh mon amour, tu as eu un accident horrible, a dit Consuelo en caressant ma joue avec cette fausse tendresse qui maintenant me dégoûtait. Tu t'es évanoui pendant la fête,
tu es tombé sur la vitre. C'était affreux, mais c'est fini. Nous sommes là. Ta sœur Rocio t'a sauvé, tu sais? Elle a crié pour demander de l'aide. Elle a essayé de t'empêcher de tomber. J'ai regardé Rocio. Elle a forcé un sourire tremblant. Oui, petite sœur. J'ai eu tellement peur. J'ai cru que je te perdais. Je suis tombé, ai-je demandé en fronçant les sourcils. Je ne me souviens pas bien. Tout est flou. C'est normal. C'est le choc, s'est empressé de dire mon père. L'important, c'est que tu sois en vie. Oui, ai-je dit en fermant les yeux pour ne plus les voir. Je suis en vie. Et vous allez regretter que ce soit le cas, ai-je pensé. Le pacte de silence était scellé. Ils croyaient que c'était leur bouée de sauvetage. Ils ne savaient pas que c'était leur sentence de mort. La convalescence a été un enfer sur mesure. J'ai passé 2 semaines de plus à l'hôpital à récupérer des fonctions de base. J'ai dû réapprendre à marcher sans avoir la tête qui tourne, à tenir une cuillère sans trembler, mais le plus difficile, ça a été de garder le masque. Quand on m'a autorisé à sortir, le docteur a suggéré que je ne reste pas seul. Sa maison, la Maison Bleue, n'est pas encore sûre, a dit ma mère rapidement. Et puis, avec tous ces vitres brisées, ça va lui rappeler de mauvais souvenirs. Tu dois venir avec nous, Mirella. On va s'occuper de toi. Mais Joaquin, ai-je commencé. Joaquin travaille toute la journée, m'a coupé ma mère. Qui va te donner tes médicaments? Qui va t'aider pour aller aux toilettes? Non, tu viens dans la maison familiale. C'est mieux. J'ai regardé Joaquin. On savait que c'était nécessaire. Pour que le piège fonctionne, je devais être proche d'eux. Je devais les faire se sentir en sécurité. Intouchables. Je devais entrer volontairement dans la gueule du loup. D'accord, maman, ai-je accepté docilement. Revenir dans mon ancienne chambre, celle que j'avais quittée à 22 ans, a été déprimant. Mes parents avaient transformé ma chambre en sorte de débarras, avec des vieux cartons et les vêtements d'hiver de Rocio. Ils ont dû libérer de la place pour le lit. Pendant ce temps, Rocio occupait toujours la chambre principale avec salle de bain privée. Les semaines suivantes ont été une épreuve de résistance psychologique. Rocio, en voyant que je ne me souvenais de rien et que je restais la sœur bête et faible, est revenu à son comportement habituel, mais avec une cruauté renouvelée. Maintenant qu'elle pensait avoir échappé à la prison, elle se sentait invincible. Elle prenait soin de moi d'une façon qui frôlait la torture. « Vous, petite sœur, tu as l'air horrible », me disait-elle en m'apportant une soupe froide. Cette cicatrice, ouf, aucun homme ne voudra regarder ça. Tu devrais remercier Joaquin de ne pas t'avoir laissé, enfin, pour l'instant. Laisse-lui du temps. Ou parfois, quand mes parents n'étaient pas là. Tu sais combien ton séjour à l'hôpital a coûté? Tu as presque failli nous ruiner. Tu devrais signer un pouvoir à papa pour qu'il vende ta maison. De toute façon, tu ne peux plus monter les escaliers correctement. C'est dangereux pour toi. Je supportais. Je serrais les dents, je plantais mes ongles dans les draps, et je souriais. Tu as raison, Rocio. Je suis un poids. Pardonne-moi. Chaque insulte, chaque assiette de soupe froide, chaque manipulation nourrissait ma détermination. La nuit, quand tout le monde dormait, Joaquin venait me voir en secret. Ma mère lui limitait les visites, pour que Mirella se repose. Il m'apportait mon ordinateur portable en cachette. Ensemble, on passait en revue les fichiers, pas seulement la vidéo de l'accident. Joaquin avait récupéré des audios des jours précédents. On a entendu Rocio parler au téléphone avec son ex-mari. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Ma sœur idiote va bientôt lâcher du fric. Tu vas voir. On a entendu ma mère parler avec ma tante Lourde. Oui, Mirella a toujours été maladroite. C'est dommage, mais bon, Dieu sait ce qu'il fait. C'est bientôt l'heure, m'a dit Joaquin une nuit, un mois après ma sortie. L'anniversaire, c'est la semaine prochaine. Tu es prêt avec le montage? Ai-je demandé. C'est prêt. C'est brutal, Mireia. Tu es sûr que tu veux faire ça devant tout le monde? Complètement. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, j'ai lancé l'hameçon. On mangeait des œufs brouillés. Rocio se plaignait qu'elle n'avait rien à mettre pour la fête d'anniversaire de mes parents. Maman, papa, ai-je dit en posant ma fourchette,
j'ai réfléchi. Vous avez tellement fait pour moi ces dernières semaines. Vous m'avez sauvé la vie, littéralement. Ma mère a souri, ce sourire de « Enfin tu reconnais mon sacrifice ». C'est ce que fait la famille, ma fille. Je veux faire quelque chose de spécial pour vos noces de Ruby, ai-je continué. Je sais que l'argent est serré avec mes frais médicaux, alors je veux payer moi-même la fête, toute la fête, dans la salle de l'hôtel en Prador. Les yeux de Rossio se sont illuminés comme un sapin de Noël. Sérieux? Avec bar ouvert? Avec bar ouvert, orchestre, tout. Et en plus, je veux préparer une vidéo hommage, un montage de photos et de souvenirs de ces 40 ans d'amour, pour que tout le monde voie la famille merveilleuse que nous sommes. Mon père a été ému. Ça a l'air magnifique, ma fille. Mais j'ai besoin que vous me laissiez accès aux vieilles photos et que vous invitiez tout le monde, les associés de papa, la famille de Monterrey, tout le monde. Je veux que ce soit inoubliable. Bien sûr, a exclamé ma mère. Ce sera l'événement de l'année. Ah, Mirella, enfin tu utilises ton argent pour quelque chose de bien et pas pour cette maison moche. Oui, maman, ai-je dit en baissant le regard pour cacher l'éclat dans mes yeux. Ce sera inoubliable. Je vous le promets. Rossio m'a tapoté la main. C'est bien. Tu as enfin compris ta place, petite sœur. J'ai souri. Oh oui. J'avais compris ma place. Ma place était celle du juge, du jury et du bourreau, et l'exécution était prévue pour samedi prochain à 20h. Le samedi est arrivé avec un ciel gris plomb au-dessus de Mexico, comme si le temps savait qu'une tempête allait éclater, non pas dans le ciel, mais dans la salle de bal de l'hôtel en Prador. Ce matin-là, la maison de mes parents était un chaos de lacs pour cheveux, de parfums forts et de cris nerveux. Rossio se comportait comme si c'était sa propre noce. Elle s'était réveillée à 8h en exigeant que ma mère lui prépare un jus vert pour dégonfler. « Maman » criait-elle depuis sa chambre. « Je ne trouve pas mes boucles d'oreilles en diamant. C'est sûr que la bonne les a volées. » Nous n'avions pas de bonne. C'était ma mère qui faisait le ménage. Moi, j'étais dans mon petit coin, dans cette chambre d'invité qui sentait la naphtaline, en train de finir de me maquiller. Joaquin était passé tôt pour me laisser une boîte noire avec un ruban de soie. Dedans se trouvait la robe qu'on avait choisie ensemble. Ce n'était pas une robe de victime. C'était une robe de guerrière. Elle était d'un bleu profond, presque noir, la même couleur que les profondeurs de l'océan où j'avais été plongé pendant mon coma. Elle avait un col haut qui couvrait élégamment ma cicatrice rouge au cou, mais le dos était découvert, montrant ma peau pâle et, si on regardait de près, les petites cicatrices encore visibles sur mes omoplates. Et Mirella. Rossio a fait irruption dans ma chambre sans frapper. Elle portait un peignoir en soie et des bigoudis dans les cheveux. Elle s'est arrêtée net en voyant la robe pendue à la porte. Eh ben, tu as dépensé une fortune pour ça, hein? Je croyais que tu disais que l'argent était serré. C'est une vieille robe. Je l'ai fait retoucher, ai-je menti en lissant le tissu avec la main. Toi, tu es déjà prête? Rossio a souri avec la malice naturelle qui la caractérisait. Elle a ouvert son peignoir pour me montrer la robe qu'elle avait achetée avec ma carte de crédit, celle que je lui avais prêtée pour les urgences médicales. C'était une robe rouge sang, pleine de paillettes, très décolletée et vulgairement tape à accent grave-l'œil. Et tu aimes? Elle a tourné sur elle-même. Elle m'a coûté 12 000 pesos. Mais bon, tu disais que tu voulais que la famille soit belle, non? Et soyons honnêtes, petite sœur, il faut bien que quelqu'un soit le joli visage de cette famille. Toi, avec cette cicatrice, enfin, mieux vaut que tu restes assise à table et que tu t'occupes des chèques. Je me suis approché d'elle. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas baissé les yeux. Je l'ai regardée directement dans les yeux, ces yeux que j'avais vus dans la vidéo de sécurité, remplis de haine meurtrière. « Tu es spectaculaire, Rossio », ai-je dit doucement. Ce rouge te va parfaitement. C'est la couleur de la culpabilité. Elle a cligné des yeux, confuse, pendant une seconde. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que c'est la couleur de la culpabilité, que les autres ne brillent pas autant que toi, ai-je corrigé rapidement, avec un sourire innocent. Elle a éclaté d'un rire strident. Ah, Mirella, toujours aussi bizarre. Bon, dépêche-toi. Le chauffeur de la limousine arrive dans une demi-heure, et n'oublie pas la vidéo. Maman est très excitée. Elle dit qu'elle va pleurer. Oh, crois-moi,
ai-je murmuré quand elle est sortie de la chambre. Elle va pleurer. Tout le monde va pleurer. Je suis descendu les escaliers. Mon père, Ignacio, était dans le salon en train d'ajuster sa cravate. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué. Il y avait une ombre permanente dans son regard depuis l'accident. Parfois, j'avais envie de croire que c'était du remords. Que, dans le fond, ça lui faisait mal d'avoir sacrifié une fille pour en sauver une autre. Il m'a regardé. Ses yeux se sont mouillés. « Tu es magnifique, ma fille », a-t-il dit d'une voix brisée. « Tu ressembles à ta grand-mère. »« Merci, papa. » Mirella, il a fait un pas vers moi, comme s'il voulait me dire quelque chose d'important. Mon cœur a fait un bond. Allait-il avouer? Allait-il me demander pardon avant qu'il ne soit trop tard? C'était sa dernière chance. S'il parlait maintenant, s'il montrait un gramme de décence, peut-être, juste peut-être, que je pourrais arrêter la vidéo. Oui, papa? Il a hésité. Il a regardé l'escalier, comme s'il avait peur que ma mère descende. Juste, merci de payer la fête. Et merci de ne pas poser de questions difficiles sur ce jour-là. Je sais que ça a été dur, mais la famille, c'est le plus important, pas vrai? Rester unis, c'est la seule chose qui compte. La glace est revenue couvrir mon cœur. Ce n'était pas des excuses. C'était encore une manipulation. C'était lui, me demandant de continuer à porter le poids de sa lâcheté. Oui, papa, ai-je répondu en sentant mourir la dernière petite étincelle d'espoir. La vérité finit toujours par sortir, et la famille reçoit ce qu'elle mérite. La limousine est arrivée. Ma mère est descendue, enveloppée dans des fausses fourrures et des bijoux probablement faux. Rocio est descendu en brillant comme une boule à facettes rouges. On est monté dans la voiture. Elle riait, portait un toast avec du champagne bon marché. Moi, je regardais par la fenêtre, en voyant défiler la ville, en comptant les minutes avant la fin du monde. La salle Versailles de l'hôtel Emprador portait bien son nom. D'immenses lustres en cristal pendaient du plafond, reflétant la lumière en mille éclats dorés. Les tables étaient couvertes de nappes en soie blanche et de centres de table avec des roses rouges, pour célébrer les noces de Ruby. Tout était parfait. Tout était un mensonge. Joaquin m'attendait à l'entrée. Il portait un smoking noir impeccable. Quand il m'a vu descendre de la limousine derrière le cirque que représentaient ma mère et ma sœur, ses yeux ont croisé les miens. Il n'y a pas eu de sourire, juste un léger signe de tête. Tout est prêt, disait son regard. Bonsoir, beaux-parents, a dit Joaquin en offrant le bras à ma mère avec une courtoisie qu'il ne méritait pas. Oh, Joaquin, comme tu es élégant, a dit ma mère, mais ses yeux étaient déjà en train de scanner la salle, cherchant qui impressionner. Regarde, là-bas, ce sont les Garcia et les propriétaires de la société de construction. Ignacio redresse le dos. Allons les saluer. Mes parents et Rocio se sont mêlés à la foule comme des poissons dans l'eau. Moi, je suis resté derrière, à observer. Il y avait près de 100 personnes, des oncles que je n'avais pas vus depuis des années, des cousins lointains, des partenaires commerciaux de mon père, à qui il devait de l'argent selon les documents que Joaquin avait trouvés, et des voisins curieux. Ils étaient tous là pour voir le spectacle de la famille parfaite. Rocio était la star. Elle se promenait de groupe en groupe, un verre à la main, en racontant l'histoire de mon accident avec une théâtralité écœurante. Je me suis approché discrètement d'un groupe où elle parlait avec ma tante Lourde et quelques cousins. Et là, j'ai entendu le bruit, disait Rocio, en prenant un air d'angoisse. J'ai couru au bureau et je l'ai vu là, étalé par terre. Il y avait tellement de sang. J'ai enlevé ma propre écharpe pour lui faire un garrot. Les médecins ont dit que si je n'avais pas réagi si vite, Mirella ne serait pas là. Ça a été traumatisant pour moi, tu sais? Parfois, je fais encore des cauchemars où j'arrive trop tard. J'ai senti mon estomac se retourner. Tu es tellement courageuse, ma fille, a dit une voisine en lui touchant le bras. Tu es un ange. Ma tante Lourde, par contre, n'avait pas l'air convaincue. Elle m'a vu m'approcher et ses yeux se sont plissés. Elle a toujours su que Rocio était une menteuse pathologique. Mireia, a dit tante Lourde en ouvrant les bras. Viens là, ma fille, laisse-moi te voir. Je me suis jeté dans ses bras. Elle sentait le pain chaud et l'honnêteté. C'était le premier vrai câlin que je recevais de ma famille depuis des années. Tu es trop maigre, m'a-t-elle murmuré à l'oreille. Et tes yeux ont des ombres,
ma fille. Tu es sûre que c'était un accident? Ta sœur raconte l'histoire différemment à chaque verre qu'elle boit. Je me suis reculé et j'ai pris ses mains. Tati, je t'aime beaucoup. Quoi que tu fasses dans l'heure qui vient, ne pars pas. Et s'il te plaît, ne me juge pas. Elle m'a regardé, confuse, mais elle a hoché la tête. Le dîner a été servi. Crème de maïs, poitrine de poulet farcie en sauce noix. Personne à la table principale ne mangeait beaucoup, à part Rossio, qui dévorait tout en draguant le serveur. Mes parents étaient trop occupés à sourire pour les photos des photographes engagés. Une photo de famille, a crié le photographe. On s'est tous rassemblés devant le gâteau à 5 étages. Ma mère s'est mise au centre, en tenant le bras de mon père. Rossio s'est faufilé à côté de ma mère, me poussant vers le bord, presque hors du cadre. Mireia, sourit, a ordonné ma mère entre ses dents, sans arrêter de sourire à la caméra. On dirait un fantôme. Arrête cette tête, tu t'es ruiné pour ça. J'ai souri. Oh, j'ai souri. Le sourire le plus froid que j'ai jamais affiché. Ne t'inquiète pas, maman, ai-je dit. Cette photo va entrer dans l'histoire. Le flash a éclaté, m'aveuglant un instant. Ça m'a rappelé l'explosion du verre. Mesdames et messieurs, a annoncé le maître de cérémonie. S'il vous plaît, rejoignez vos sièges. Le moment du toast est arrivé, ainsi qu'une présentation spéciale que la fille cadette, l'architecte Mirella, a préparée pour ses parents. La salle s'est assombrie. Un projecteur a illuminé la petite scène où se trouvait un écran géant et un pupitre. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'on l'entendrait dans les micros. Mes mains étaient glacées et moites. Joaquin, assis à la table de contrôle audio-vidéo au fond de la salle, m'a fait signe avec le pouce. Lumière verte. J'ai regardé ma famille. Mon père desserrait sa cravate, nerveux. Ma mère se remettait du rouge à lèvres, impatiente de voir des photos de sa jeunesse. Rossio se servait un autre verre de vin, ennuyé, en attendant que mon discours soit court pour redevenir le centre de l'attention. Je me suis levé de ma chaise. Mes jambes tremblaient, non pas de peur, mais à cause de l'adrénaline pure de la justice. J'ai marché vers la scène. Le bruit de mes talons sur le bois résonnait dans le silence. J'ai monté les 3 marches et pris le micro. Il était lourd, lourd comme la vérité. Bonsoir à tous, ai-je dit. Ma voix est sortie ferme, amplifiée par les haut-parleurs. Merci d'être venu célébrer 40 ans d'histoire. Il y a eu des applaudissements polis. On dit que la famille, c'est ce qu'il y a de plus important, ai-je continué en regardant ma mère droit dans les yeux. On dit que le sang est plus épais que l'eau. Mais parfois le sang n'est que ça, un liquide qui se répand et qu'on nettoie avec un chiffon pour que les voisins ne parlent pas. Les applaudissements se sont arrêtés. Un murmure confus a traversé la salle. Le sourire de ma mère a vacillé. Rossio a froncé les sourcils. J'ai préparé une vidéo, ai-je dit. J'ai pensé mettre des photos de voyage, de fêtes d'anniversaire heureuses, mais je me suis rendu compte que ce serait manquer de respect à la réalité. Alors, en l'honneur de la vérité, je vous apporte le moment le plus définissant de notre famille. Le moment qui nous a tous amenés ici ce soir. J'ai fait un signe à Joaquin. Lance la vidéo. L'écran géant derrière moi s'est allumé. Mais il n'y avait pas de musique sentimentale au violon. Pas de photo sépia du mariage de mes parents de 1984. Il y avait le silence, des petites interférences numériques, puis une image en haute définition, nette et brutale, l'intérieur de mon bureau dans la Maison Bleue. La date et l'heure étaient marquées dans le coin inférieur droit. 15 mai, 16h32. Un grand O a traversé la salle. Sur l'écran, on voyait Rossio, pas la Rossio glamour de ce soir, mais une Rossio au visage déformé par la colère, en train d'agiter les bras. L'audio, capturé par les micros haute fidélité du système de sécurité de Joaquin, a explosé dans les haut-parleurs de la salle de bal. Soit le jour où tu es né, toujours en train de me voler l'air. La voix de Rossio a résonné, aiguë et pleine de venin. À la table principale, Rossio s'est levé d'un bond. Son verre de vin est tombé au sol et s'est brisé. C'est quoi, ça, a-t-elle crié, mais sa voix s'est perdue sous celle du haut-parleur. Sur l'écran, la violence montait d'un cran. On a vu le moment exact où Rossio attrapait mes cheveux. On a vu ma tentative de défense, puis le moment. Le public a vu en 4K comment Rossio plantait les pieds, me regardait avec de la haine pure, et me poussait de toutes ses forces.
Et disparaît. Le son de l'impact était le pire. Le système audio de la salle a rendu l'explosion du verre encore plus forte, comme une bombe. Un crack. J'ai vu ma tante lourde porter les mains à sa bouche. J'ai vu les associés de mon père devenir pâles, mais la vidéo ne s'est pas arrêtée là. Ce n'était que l'acte physique. Maintenant venait l'acte moral. L'écran a montré mon corps en train de tomber, disparaissant du champ de la caméra intérieure, mais une deuxième caméra, celle du patio, a pris le relais. On me voyait allongé dans une mare de sang qui grandissait très vite. Puis mes parents sont entrés dans le champ. Rossio. Mire, criait mon père dans la vidéo. Le public s'est penché en avant. Ils s'attendaient à voir des parents porter secours à leur fille. À la place, ils ont entendu la voix de ma mère, claire et autoritaire. Ignacio, tais-toi. Nettoie Rossio. Si la police voit des marques, ils l'embarquent. Dans la salle, ma mère a étouffé un cri. Elle s'est levée en faisant de grands gestes pour qu'on arrête la vidéo. Éteignez ça. C'est une erreur. Joaquin, coupe. Elle hurlait, presque sans voix. Mais Joaquin avait croisé les bras devant la console, bloquant le passage à quiconque aurait voulu arrêter le film. La vidéo a continué. L'horreur s'est encore approfondie. Dis-leur qu'elle s'est évanouie, qu'elle est tombée toute seule. Que c'était un accident. Mirella ne dira rien, elle est inconsciente. C'était la Consuelo de l'écran. Puis, le détail final. Joaquin avait fait un zoom numérique dans le montage. La caméra s'est rapprochée des mains de ma mère. On la voyait clairement se pencher sur mon corps inerté, avec des doigts rapides, dégrafer ma chaîne en or et la mettre dans sa poche. Là elle va se tâcher. Et à l'hôpital, ils volent tout. L'écran est devenu noir. Le silence dans la salle Versailles a été total. C'était un silence lourd, dense, rempli d'incrédulité et d'horreur. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Personne ne bougeait. Samperdieu était fixé sur la table principale. Je restais au pupitre. Je me sentais légère, comme si je venais d'enlever une armure en plomb. Joyeux anniversaire, maman, papa, ai-je dit au micro. Ma voix était calme, presque douce. Voilà votre héritage. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la complicité, du mensonge, du vol. Rossio a été la première à briser le silence. Sa réaction n'a pas été le regret. Ça a été une fureur animale. Tu es une de chienne, a-t-elle crié en lançant une bouteille d'eau vers la scène. Elle a raté de plusieurs mètres. Tout ça, c'est truqué. C'est de l'intelligence artificielle. C'est faux. Ma mère tremblait. Elle attrapait la nappe comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Mon père s'était effondré sur sa chaise, la tête entre les mains, en pleurant. Truqué, ai-je demandé. La police scientifique a déjà analysé les fichiers originaux, Rossio. À ce moment-là, les grandes portes au fond de la salle se sont ouvertes en grand. La lumière bleue et rouge des gyrophares s'est reflétée sur les murs dorés, en venant du hall. 4 policiers et 2 agents du parquet sont entrés au pas. Le son de leurs bottes était le seul rythme dans la salle. Ils se sont dirigés directement vers la table principale. Rossio González, a dit l'agent en chef, un homme au visage de pierre. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide qualifié et blessure grave. Vous avez le droit de garder le silence. Non. Ne me touchez pas. Rossio s'est mise à se débattre quand ils ont essayé de lui passer les menottes. Sa robe rouge s'est déchirée. Elle ressemblait à une bête coincée dans un coin. Maman. Dis quelque chose. Papa. Je suis votre fille. Je suis la victime ici. C'est elle qui m'a provoqué. L'agent lui a passé les menottes. Le clic du métal a été le son le plus satisfaisant de ma vie. Puis l'agent s'est tourné vers mes parents. Ignacio González et Consuelo de González, il y a un ordre de présentation contre vous pour les délits de complicité, faux témoignage devant une autorité et obstruction de la justice. Veuillez nous suivre. C'est impossible, a crié ma mère. Nous sommes des gens bien. Mireia, dis-leur. Mirella, s'il te plaît. Je suis ta mère. C'est moi qui t'ai donné la vie. Je suis descendu de la scène et j'ai marché lentement vers eux. Je me suis arrêté à 1 mètre. Ma mère m'a regardé avec des yeux agrandis, le mascara coulant sur ses joues.
Tu m'as donné la vie, c'est vrai, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Et il y a 6 mois, tu as presque laissé qu'on me la prenne pour sauver ta réputation. On est quitte, maman. Mireia, a crié mon père. La maison. On va nous prendre la maison. Non, papa, ai-je répondu. La maison n'est plus à vous. La plainte civile que mon avocat a déposée ce matin s'en chargera. Tout ce que vous avez maintenant servira à payer ce que vous m'avez fait. Les policiers les ont emmenés. Rossio hurlait des obscénités. Ma mère pleurait en demandant de la pitié. Mon père regardait seulement le sol. Les gens ont commencé à murmurer, à se lever. Ma tante Lourdes s'est approchée de moi. Elle pleurait. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis tellement désolé, ma fille, semble-t-elle. Je suis tellement désolé qu'on ait dû voir ça pour te croire. Joaquin est descendu de la cabine et m'a entouré de ses bras. Je me suis laissé tomber contre sa poitrine, respirant son parfum, sentant son cœur battre contre le mien. C'est fini, a-t-il murmuré. C'est fini, mon amour. J'ai regardé vers la porte par laquelle on avait emmené ma famille. La salle était remplie de fleurs rouges et de coupes en cristal intactes. Non, ai-je dit en regardant mon reflet dans une vitre sombre. Ça ne fait que commencer. C'est maintenant que ma vie commence. Les mois suivants ont été un tourbillon de tribunaux, d'avocats et de titres dans les journaux. La presse locale s'est régalée. L'architecte vengeresse démasque sa famille lors de la fête d'anniversaire. Ce n'était pas facile. Il y a eu des jours où j'ai voulu abandonner, des jours où la culpabilité catholique, celle qu'on nous met dans la tête depuis l'enfance, m'écrasait. Je suis une mauvaise fille. J'aurais dû pardonner. Mais ensuite, je regardais ma cicatrice. Je me souvenais de la main de ma mère qui me volait ma chaîne. Et la culpabilité disparaissait, remplacée par la certitude de la justice. Le procès a été rapide. Les preuves étaient accablantes. Rossio, se voyant coincé, a essayé de plaider la folie passagère. Ça n'a pas marché. Le juge, un homme strict qui avait regardé la vidéo sans cligner des yeux, a prononcé la sentence. 8 ans de prison ferme, sans possibilité de liberté conditionnelle pendant les 5 premières années. Mes parents, à cause de leur âge et du fait qu'ils n'avaient pas de casier, ont évité la prison, mais ils ont reçu 3 ans de liberté conditionnelle et une amende énorme. Mais le vrai coup pour eux n'a pas été le pénal. Ça a été le civil. J'ai gagné la plainte pour dommages. Le juge a ordonné la saisie de leurs biens pour couvrir mes frais médicaux, qui étaient énormes, ma thérapie, la perte de revenus et le dommage moral. Ils ont dû vendre leur maison. Cette grande maison dans le quartier d'Elval, avec ses meubles anciens et ses airs de grande classe, a été vendue au plus offrant. Mes parents ont fini par déménager dans un petit appartement en location, dans un quartier éloigné, en vivant uniquement de la pension de base de mon père. Leurs amis de haute société ont disparu. Personne ne voulait être associé aux monstres qui avaient laissé leur fille mourir. La honte sociale, cette chose que ma mère craignait tant, est devenue sa seule compagne. Je suis debout dans le jardin de la Maison Bleue. Il n'y a plus de verre brisé. J'ai remplacé la vitre par un panneau coulissant en bois et en verre blindé. Le jardin est en pleine floraison. Les jacarandas ont lâché un tapis violet sur l'herbe. Joaquin est dans la cuisine, en train de préparer du café. On s'est mariés il y a 2 mois. C'était un petit mariage, sans drame, juste avec les gens qui nous aiment vraiment. Ma tante Lourdes, c'est elle qui m'a accompagné à l'hôtel. La sonnette de la porte retentit. Le facteur glisse une enveloppe sous la porte. Je la ramasse. Il n'y a pas d'expéditeur, mais je reconnais l'écriture tremblante. C'est celle de ma mère. Je m'assieds sur le banc du jardin et j'ouvre l'enveloppe. Mirella. Ton père est très malade. Le diabète c'est compliqué avec le stress. Nous n'avons pas d'argent pour ces médicaments spéciaux. Rossio m'appelle tous les jours de la prison en pleurant. Elle dit qu'on la traite mal, qu'elle a froid. Ma fille, je sais que tu es en colère, mais tu nous as déjà assez punis. Dieu dit qu'il faut honorer père et mère. Comment peux-tu dormir tranquille en sachant que ta famille souffre? Tu as tellement d'argent maintenant avec tes projets et la vente de notre maison. Je te demande juste un peu. Pour le bon vieux temps, pour le sang. Ta mère qui te pardonne. Consuelo. Je lis la lettre 2 fois. À ta mère qui te pardonne. L'audace. Le narcissisme.
Même dans la défaite, elle croit qu'elle est la victime, qu'elle a le pouvoir de pardonner. Je sors un briquet de ma poche, le même que j'utilise pour allumer les bougies parfumées. Je rapproche la flamme du coin du papier. Le feu dévore les mots de manipulation, de culpabilité, de chantage. Je regarde l'écriture de ma mère se transformer en cendre noire et s'envoler avec le vent, au-dessus du bassin des carpes koi. Je ne ressens rien. Ni haine, ni tristesse. Juste de l'indifférence. Joaquin sort avec 2 tasses de café fumant. Il me voit en train de regarder les cendres qui s'envolent. Mauvaise nouvelle, demande-t-il. Non, dis-je en souriant, et cette fois, mon sourire arrive jusqu'à mes yeux. Juste des ordures arrivées par la poste. Je m'en suis déjà débarrassé. Il m'embrasse sur le front, juste là où commence la cicatrice. Le café est prêt. Et ils t'ont appelé de la mairie. Ils veulent que tu dessines un autre parc. Je prends la tasse. La chaleur se répand dans mes mains. Allons-y, dis-je. On a du travail. Je me retourne et j'entre dans ma maison, mon foyer. Un endroit où il n'y a pas de cris, pas de verre brisé et où l'amour ne fait pas mal. J'ai appris que parfois, tu dois tailler l'arbre généalogique pour pouvoir fleurir. Et moi, Mirella, je suis enfin en train de fleurir. Leçons apprises et connexion avec le public. L'histoire de Mireia est terminée, mais ses échos resteront sûrement en chacun de nous. Ce n'est pas seulement une histoire de vengeance, mais un voyage douloureux pour trouver l'estime de soi. La leçon la plus importante que nous pouvons apprendre de cette tragédie est: la famille ne se définit pas par le sang, mais par la façon dont on nous traite. Parfois, les personnes qui nous font le plus de mal sont celles qui sont le plus proches. On nous apprend souvent à nous sacrifier, à être patient pour le bien de la famille, mais Mirella nous a montré que le sacrifice ne doit jamais coûter notre propre vie ni notre dignité. Couper les liens avec une famille toxique, ce n'est pas de la cruauté ni un manque de respect, mais un acte de survie. Tu as le droit de te protéger, d'être heureux et de refuser d'être la victime de ceux qui veulent toujours te couler, peu importe qui ils sont. La justice peut arriver tard, mais elle doit commencer par ton propre courage à oser dire la vérité. Chers amis, j'aimerais savoir ce que vous ressentez. Pensez-vous que la vengeance de Mireia pendant la fête est trop cruelle ou un châtiment juste? Est-ce que l'un d'entre vous a déjà dû prendre la difficile décision de quitter un proche pour se protéger? Laissez un commentaire en bas si cette histoire vous a touché, ou partagez votre opinion pour que nous puissions en discuter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Merci d'avoir écouté.